Alors, d'abord, regardez bien, Fabrice Nolot sort, c'est la seule fois de l'exposé où vous verrez apparaître sort. Donc, je vais axer cet exposé autour de trois types d'exemples. Des exemples de réutilisation, pour montrer ce qui existe à l'heure actuelle, des exemples de campagnes de recherche et développement qui ont été effectuées ces dernières années, et enfin, un exemple de projet que moi je considère comme innovant, et vous verrez qu'il l'est, qui vous sera présenté à la fin. Quand vous voyez ça, vous dites, enfin, ça c'est une sortie de station d'épuration. Alors dans sortie de station d'épuration, c'est une sortie de BRM. Donc Jacques vous a décrit ce matin. Vous dites quand même, quand vous voyez cette qualité de l'eau-là, ça serait gâché de ne pas l'utiliser. C'est sûr, c'est une eau qui en DCO fait 30 mg par litre. Grosso modo, si on prend un rapport 3, parce que c'est simple pour les calculs, ça fait 10 mg par litre de COT. Pas de matière en suspension, parce que là c'est un réacteur à membrane, des faibles teneurs en ammoniac, en azote global et bien sûr pas de turbidité. Cette eau-là, c'est quand même quelque chose de superbe, on pourrait la réutiliser sur des applications nobles. Sauf que les choses ne sont pas si simples que ça. Si on regarde par exemple le stress hydrique en Europe, on s'aperçoit que la France, c'est actuel, hein, c'est une source Vulca Waterca. Le stress hydrique en France se manifeste essentiellement dans deux régions, l'Occitanie, alors c'est le nouveau nom de la région, et les Pays de Loire. Alors pour l'Occitanie, ça va bientôt être résolu puisqu'ils vont prolonger le canal du Baronne-Languedoc jusqu'à Perpignan. Donc globalement, les besoins, le stress hydrique va diminuer. Alors je le répète, le stress hydrique, c'est la différence entre ce qui est disponible et les besoins. Ce n'est pas une question de sécheresse ou de quoi que ce soit. Et par contre, on voit qu'on a toujours un problème dans les Pays de Loire. Alors bon, autre facteur important hein, dans les années qui viennent, c'est bien sûr le changement climatique et la baisse des pluviométries. Alors la référence que vous avez à gauche et vous avez à droite ce qui va se passer, enfin ce qui est modélisé, bien sûr ce ne sont que des modèles, hein, modèle Météo France entre autres. Vous voyez que dans un horizon proche, on n'est encore pas trop mal, jusque dans les années 50, hormis la pointe de la Bretagne, certaines régions du Baronne-Languedoc, enfin d'Occitanie maintenant, vous voyez, sont encore en diminution de pluviométrie, mais avec les mesures prises, ça va aller. Par contre, quand vous allez plus loin dans le temps, vous voyez que la carte devient rose. Rien à voir avec la politique, c'est plutôt le contraire en ce moment, mais on voit que dans les années 2100, on aura une baisse de pluviométrie de plus de 10 mm, 100 mm plutôt, par an, donc 10% de baisse, plus sur lesquels il faut rajouter aussi une évapotranspiration plus forte. Donc ça va être plutôt 15-20% de volume d'eau utile qui ne sera plus disponible. Ça rend la réutilisation des eaux usées traitées tout à fait utile. Alors, deux exemples. Le premier exemple, pour montrer que ça peut être un vecteur économique, la réutilisation des eaux usées traitées, c'est la coopérative de production de Bonnotte, qui sont les pommes de terre primeurs de l'île de Noirmoutier. Vous avez 350 hectares de pommes de terre, qui génèrent un chiffre d'affaires moyen de 13 millions d'euros par an. Et il se trouve que d'avril à juillet, si vous ne mettez pas d'eau sur les Bonnottes, vous attendez les miracles de la météo, eh ben ça va marcher une année sur deux. Donc il a été entre guillemets envisagé d'arroser seulement avec de l'eau potable qui vient du continent avec 1,1 € le mètre cube, c'était plus très jouable. Et donc ce qui a été décidé, c'est de réutiliser les eaux des stations d'épuration pour arroser, irriguer, en tant que de besoin, les zones de pommes de terre. Alors ce système-là est en route depuis 1982, c'est pas récent, hein, c'est un système qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves puisqu'il n'y a jamais eu aucun problème. Il y a 24 km de réseau et la fourniture varie entre 250 000 et 500 000 m3 par an. Le petit hic, c'est qu'on ne respecte pas la qualité d'eau de l'arrêté d'août 2010. Bon, il n'y a pas eu de mort, hein, je vous assure, personne n'est mort en mangeant des pommes de terre. Si on regarde bien le système, on a la station d'épuration sur la gauche, des lagunes de finition et une lagune de stockage à la fin dans laquelle sont pompées l'eau qui va servir pour arroser les pommes de terre. Donc ça, c'est un exemple de réutilisation d'eau usée traitée qui trouve son bien fondé dans l'économie d'une région. Autre
exemple de retour d'expérience, c'est le golfe l'arrosage du golfe de Ruiz. Initialement, il y avait simplement une petite partie du golfe qui était irriguée à l'eau potable, hein, parce que ça coûte cher quand même l'eau potable. Et on est reparti en utilisant cette fois les eaux usées traitées de la station de Saint-Gildas de Ruiz à côté, hein, qui produit, on va donc consommer 65 000 m3 d'eau traitée pour irriguer une surface qui va passer de 20 à 60 hectares. On a amélioré les performances, les prestations du golfe, puisque de 1 hectare, on est passé à 20-60 hectares irrigués. En plus, on est très largement dans les besoins, dans ce que peut fournir la station de Saint-Gildas, puisqu'elle fournit 300 000 m3 par jour. Alors, au niveau du traitement, vous avez une désinfection UV et un stockage de 800 m3. En plus, il y a eu des enjeux supplémentaires parce que le fait de réutiliser l'eau pendant les périodes nécessaires, pendant la période de stress, nous a permis d'éviter la création d'un émissaire en mer. Donc, deux exemples de reuse qui trouvent leur justification économique. Ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau des recherches, c'est-à-dire qu'on peut se contenter de ce qu'on a, mais on a cherché à développer donc des programmes de recherche pour voir jusqu'où on pouvait aller au niveau de la réutilisation des eaux usées traitées. Alors là, c'est le résultat d'un programme de recherche qui commence à être assez âgé, de 2007 à 2010, financé par l'ANRT, en partenariat avec Haute-Paris, l'INSA Toulouse et le CEMAGREF. À l'époque, ça s'appelait encore le CEMAGREF, où on a testé donc des bioréacteurs à membrane, des boues activées conventionnelles auxquelles on a adjoint l'ultrafiltration. Et derrière, on a mis un étage d'osmose inverse. On a voulu voir jusqu'où on pouvait aller pour épurer les eaux, pour traiter les eaux en sortie d'une station et faire de l'eau de process. On s'aperçoit que ce sont des choses qui sont tout à fait faisables. Et ça existe d'ailleurs dans le monde, donc ce n'est pas nouveau. Mais on voulait vraiment montrer que ça fonctionnait. On a essayé également de faire en sorte de modéliser le fonctionnement du biologique en amont pour optimiser les traitements tertiaires. Et pas de surprise, hein, plus on travaille en faible charge, mieux ça vaut. Le deuxième programme de recherche et développement, qui est NOMA, financé par le ministère de l'Industrie, c'est un programme éco-industrie, qui s'est fait avec 9 partenaires et qui là été double. D'abord, déterminer quel type de traitement optimal on pouvait mettre derrière une station d'épuration pour faire de la reuse. Et la deuxième chose, c'était de voir si, au niveau de l'irrigation, on avait une différence en fonction du type de traitement mis en place. On a testé sur alors si j'arrivais, voilà. On a testé donc sur les parcelles d'épandage 3 types d'eau, une eau entre guillemets ultrafiltration, désinfection UV, stockage avec une désinfection UV de maintien, un filtre à sable avec une désinfection UV, et ici simplement l'eau d'irrigation locale qui vient du canal du Barreau de Languedoc. Alors, dans les conclusions qu'on peut simplement tirer, c'est que le filtre à sable plus l'UV, c'est une solution qui suffit largement pour obtenir la qualité A et qu'on arrive à la maîtriser. Bon, Escherichia coli, vous voyez, vous avez la qualité A. Alors là, c'est en unité formant colonie, donc c'est un résultat de mesure en sortie de la station. Vous avez l'ultrafiltration ou le filtre à sable UV qui permettent largement d'être au-dessous des normes de qualité A. Alors l'UF, normalement, on ne devrait rien avoir, sauf que on avait, et c'est là où on voit la sensibilité du procédé, on a trouvé sur notre module qui nous a servi pour faire les essais, une fibre cassée. Donc les membranes, lorsqu'on veut faire de la qualité bactério, attention à l'intégrité des fibres. Concernant les autres paramètres, les coliformes fécaux, là la réduction se passe en log, donc on atteint avec les deux systèmes des niveaux de A. C'est un petit peu plus dur avec les spores de bactéries sulfito-réductrices, qui sont quand même des bébêtes assez difficiles à atteindre, notamment avec les UV. Il faut mettre des bonnes doses pour arriver à aller les chercher. Donc l'étude nous a permis donc de déterminer que la filière filtre à sable UV était tout à fait suffisante pour arriver aux bons notions de qualité. Et l'étude importante également, c'est qu'on n'a pas eu d'impact sur l'irrigation, quel que soit le système utilisé, avec toujours comme blanc l'eau qui est utilisée à l'heure actuelle par les gens qui font de l'irrigation dans le sud de la France.
Donc pas d'entretien supplémentaire. On a eu un colmatage minéral peut-être un petit peu plus fort, mais complètement négligeable et tout à fait compatible avec une exploitation classique de ce type de système. Donc voilà, ce type de, entre guillemets, de recherche et développement qu'on a été à mener pour préciser un petit peu comment réutiliser les eaux usées traitées. Non, je vais en arrière. Donc, voilà. Alors, maintenant, un projet un peu innovant. Alors, pour resituer un petit peu ce projet innovant, on va parler de la région. La région, c'est la Vendée. Notre partenaire dans cette affaire s'appelle Vendéo, donc qui est le syndicat départemental, et on s'aperçoit que dans cette région, on a quand même un pic de consommation les mois d'été. Pic de consommation dû parce que vous avez toutes les stations balnéaires vendéennes qui sont, bon, vous avez les Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où il y a une augmentation de la population entre 5 et 10 en période estivale. Donc une consommation d'eau très importante. Il se trouve que la Vendée, quand on regarde cette carte... Oh, sorry, désolé. Quand on regarde cette carte, la Vendée est en déficit chronique d'eau. Il n'y a qu'une seule région où on est un peu en surplus en termes de production d'eau, et on n'y est pas beaucoup, ce qui veut dire que les réserves en eau de cette région-là sont très justes et peuvent poser problème à terme pour l'avenir, entre guillemets, touristique de ce département, qui est quand même très attaché à cette activité économique. Alors, on s'aperçoit que sur une année caniculaire, donc une année où il fait chaud, on peut avoir un déficit de 8 millions de mètres cubes. Vendéo donc, a trouvé les moyens pour réduire, avec des actions rapides, de ramener 4 millions de mètres cubes supplémentaires en allant chercher de l'eau dans d'autres, en faisant des interconnexions, en remplissant notamment des carrières pour faire des réserves d'eau brute pendant les périodes hivernales, là où on a un excès d'eau. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas utiliser les eaux de sortie de la station d'épuration des Sables d'Olonne, qui peut fournir plus de 2 millions de mètres cubes pendant la période, pour justement réalimenter la retenue. Alors, cette retenue cette station des Sables d'Olonne, vous voyez, elle est ici, hein, elle va permettre, par un tuyau, elle est là plutôt, hein, d'alimenter, alors le tuyau c'est pas rien, hein, il fait quand même 18 km, elle va permettre d'alimenter la retenue et faire en sorte que l'été, la retenue soit, ne soit pas dans le rouge. Alors ça c'est le projet tel qu'il a été entre guillemets conçu, il est donc porté, il est dans un programme européen qui s'appelle DemoWare, en collaboration avec l'IRH et Vendéo, j'y ai sort mais j'ai dit que je ne parlais plus de sort. Donc, alors voilà un peu le programme en détail. C'est un programme. Alors c'est quand même une vraie innovation parce que ce genre de choses, ça n'avait jamais été vraiment fait. Alors ne nous faisons pas d'illusions. Quand vous avez un traitement au fil de l'eau sur une rivière, la ville rejette sa station d'épuration, quelques kilomètres plus bas sur la même rivière, vous avez la ville qui va faire produire son eau potable et qui va rejeter avec sa station d'épuration. Au bout d'un moment, l'eau est là. On a certaines retenues ou certaines ressources qui sont alimentées à plus de 50% par des eaux usées. Ça existe déjà. Personne ne dit rien. Donc, si on regarde un peu en détail, vous avez cette fameuse retenue du Jaunet qui est alimentée par un ruisseau, qui est vraiment un ruisseau, hein, puisque l'été c'est rien, et dans lequel on prélève avec une unité de production d'eau potable classique, hein, et avec laquelle on va alimenter la ville des Sables d'Olonne, le coin des Sables d'Olonne. Les eaux usées sont ensuite récupérées et s'en vont vers le milieu naturel via un émissaire. L'objectif, c'est de dire, plutôt que de les rejeter, ce qu'on va faire, on va leur faire un traitement complémentaire et on va les renvoyer en tête de retenue. Alors en essayant de faire quelque chose d'assez intelligent ou en faisant une zone tampon un peu écologique où on va, entre guillemets, reverdir un petit peu l'eau qu'on va ramener au milieu naturel. Ça permettra aussi, dans un projet d'aménagement global du territoire, de
pouvoir alimenter des retenues collinaires ou des retenues de substitution qui pourront servir au niveau de l'agriculture. Donc ce projet-là est assez innovant. Il faut voir que l'alternative à ça, c'est simplement de dessaler l'eau de mer. Donc, bon, dessaler l'eau de mer, 70 bars de fonctionnement, bon, voilà. Alors, quelles sont les technologies qu'on va utiliser pour produire une eau qu'on va ramener en tête de retenue? Alors, on va essentiellement deux types de traitements. Premier traitement, c'est une filtration poussée suivie d'une osmose inverse. Bon, c'est quelque chose qui existe déjà hein, dans le monde, il n'y a pas de problème. Avec quand même un petit problème, l'osmose inverse supporte mal les arrêts prolongés, il faut être très précautionneux, ça permet d'aller très très loin, mais ça enlève tout, il faut reminéraliser derrière. Bon. Et une deuxième solution qui est plus modulaire, où on ferait une première filtration, derrière une électrodialyse inverse, c'est-à-dire qu'on enlèverait les sels, qui est beaucoup plus rustique, parce que l'un des problèmes, si vous mettez ici la mer, c'est qu'on est en bord de mer. Donc, grande marée dit intrusion de chlorure dans le réseau. Et ces chlorures, il ne faut pas les ramener dans le milieu naturel, donc il faut les éliminer. Donc, pour les éliminer, soit l'osmose, soit l'électrodialyse inverse. L'électrodialyse inverse va éliminer les chlorures, les nitrates, enfin tout un tas de anions, cations. 30 secondes pour conclure. Oui, alors pour la conclusion... Voilà, justement pour vous montrer un petit peu ce que c'est le ruisseau du Jaunet, c'est-à-dire rien l'été, le volume d'eau dans la retenue, et si vous avez une année un petit peu dure, vous êtes proche du zéro, donc vous manquez d'eau sur les Sables d'Olonne. Si vous réinjectez l'eau en sorte des sables de la station d'épuration, vous êtes capable de passer cette période-là. Alors, tout très très rapidement pour conclure, les eaux issues de nos stations d'épuration sont de bonne qualité, il faut quand même le dire. On a des stations d'épuration qui fonctionnent de mieux en mieux. Et les techniques de traitement pour les rendre aptes à une réutilisation existent et sont performantes. La réutilisation n'est pas en 2016 une nécessité absolue en France, hors zone de stress hydrique fort. Les freins sont essentiellement économiques et réglementaires. Par contre, deux évolutions vont me permettre de changer tout ça. La volonté politique de faire bouger les lignes, et je citerai là l'appel à projet, par exemple, de l'agence RMC, qui a une vraie volonté de faire bouger les lignes. Et la deuxième chose, c'est que, vous avez vu tout à l'heure, la pluviométrie va diminuer, l'augmentation prévisible des périodes de stress hydrique du réchauffement climatique va faire que l'intérêt va devenir évident à terme.